Avec la précision sans hâte qu'enseigne une longue pratique, les derniers préparatifs s'achèvent sur la plage arrière. Avec ses compagnons de plongée, Patrick Delmotte et le plus ancien de l'équipe, Albert Falco, Cousteau répète le catéchisme de la sécurité en plongée. C'est marrant de se dire qu'on va avoir froid alors qu'on crève de chaud. Ouais, c'est bon d'avoir chaud. Hein? C'est bon d'avoir chaud. Oui, avant oui. On emmagasine un peu ce qu'on va perdre. Alors on va couper des calories. Ouais. Bien qu'ils bavardent comme d'habitude, chacun d'eux sait qu'il va travailler à des profondeurs où la survie exige une obéissance totale aux règles. Sur la base précise de la durée de la plongée et de la plus grande profondeur atteinte, le docteur Cabarrou calculera le schéma de la décompression et le rythme d'inhalation d'oxygène. C'est pour quelle durée? 15 minutes à 15 minutes à 100. Oui. Et 10 minutes à 110. Et 15 minutes à 110. Une dernière précaution, chacun place l'index de sa montre sur l'heure impérative de la remontée. Ça on connaît, c'est ça. Si on fait que 10 minutes à 110, c'est le palier. C'est ça, 64. Il a fait 64. Allez, bon, Sophie 45, c'est bon. Attention, vous êtes prêts, hein, les autres? Il est parti 15 3 0 0. Il est parti. Lorsque Cousteau disparaît, Falco et Delmotte le suivent immédiatement, car déjà les chronomètres sont en route. Sur ta montre, là où tu le mets. Comme toujours, la plongée est une course contre la montre. Une chute vers le fond qui tient du rêve. À 45 mètres, je passe devant la tourelle de décompression, sans laquelle le retour en surface serait fatal pour chacun de nous. Rapidement, je suis vers le fond le câble de nylon tressé. Et bientôt, je dépasse le lest de la tourelle, suspendu comme une pierre dans le ciel. Presque aussitôt, je franchis une première barrière, celle des ténèbres. Puis, à 60 mètres, tandis que Falco et Delmotte me rattrapent, nous abordons le mur du froid, le gel qui s'insinue dans nos vêtements comme dans nos esprits. Enfin, je commence à discerner la silhouette colossale de l'épave. Mon profondimètre indique 95 mètres. Il nous a fallu 6 minutes pour parvenir ici. Il faut absolument que dans 9 minutes, nous entamions la remontée. Je nage maintenant dans un monde où tous les points de repère ont été faussés. Les murs du hall monumental des premières classes sont au-dessus et au-dessous de moi, le plancher directement en face. Je me faufile à travers un labyrinthe de barres métalliques croisées en travers de ma route. J'ai l'impression que je pourrais m'y faire prendre, comme un thon dans un filet géant. Je comprends soudain que cette grille est tout ce qui reste du grand escalier. Mais je suis désorienté aussi par un dépaysement plus subtil. Toute la carrière du Britannique a été imprévue. Conçu pour accomplir des traversées très mondaines dans l'Atlantique, il a passé sa brève existence à de banales besognes de guerre. Ici, dans cette pièce où devaient jouer les orchestres, une sorte de poussière s'est déposée partout, comme dans un grenier. L'histoire, je pense,
a fait fausse route.